Nous avons atteint 1000 abonnés. Je tenais énormément à vous remercier de soutenir ma chaîne. Pour ça, j'avais demandé il y a quelque temps ce que vous préféreriez. Donc, ça a été dit, une vidéo par jour pendant une semaine. Donc, on commence aujourd'hui. Et je vous remercie encore énormément. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Courtney Stoufer. Encore une fois, la disparition que je vais vous raconter aujourd'hui est totalement inconnue en France. On va partir aujourd'hui aux États-Unis, plus exactement à Harrisburg, en Pennsylvanie. Courtney Sierra Stoufer est née le 24 avril 1991 de Scott et Wendy Stoufer. Elle a grandi dans une famille nombreuse, sur une ferme de 10 acres, à Harrisburg, en Pennsylvanie. C'est là que l'amour de Courtney pour les animaux a commencé. Elle a monté à cheval, élevé des chèvres et avait son chien bien-aimé Sheba, à l'âge de 8 ans. Courtney a été décrite dans sa famille comme étant très confiante, artistique et très douée pour la musique. Elle aimait chanter, danser et être le centre d'attention. Malgré le divorce de ses parents en 2005, la famille est restée un groupe soudé, Scott et Wendy mettant de côté leurs différences pour le bien-être de leurs enfants. Courtney était quelqu'un qui voulait faire l'expérience de tout, ce que la vie avait à offrir. Sa confiance et sa fougue ont abouti à une forte nature compétitive. Elle passait souvent son temps libre, soit à l'extérieur, soit en voyage ou avec sa famille. Elle avait également un don pour les arts, avec un amour pour raconter des histoires, danser et chanter. Après avoir terminé ses études secondaires, Courtney a travaillé à temps partiel dans l'entreprise d'équipement de recyclage de son père. Au lieu d'aller à l'université, elle a décidé de suivre les traces de sa mère et a obtenu un poste dans un salon de beauté local, où elle a travaillé par intermittence en tant que coiffeuse. Ce poste-là l'a aidée lorsqu'elle est passée au toilettage d'animaux, un travail qu'elle aimait, car elle trouvait qu'il était plus facile de travailler avec des animaux qu'avec des êtres humains. Courtney a également adopté un nouveau style de vie, hippie, après avoir obtenu son diplôme. C'était un moyen pour elle de mieux s'exprimer et de mieux exprimer sa personnalité artistique. Et son entourage dit qu'elle semblait plus heureuse et apaisée. Elle a également commencé à fumer de la marijuana à cette époque, une habitude que ses parents désapprouvaient, surtout compte tenu de la foule avec laquelle elle avait commencé à fréquenter. En tant que telle, elle s'est fait un devoir de ne jamais fumer autour d'eux. Elle avait également récemment emménagé avec son petit ami, un homme nommé Bradley R. L'appartement se trouvait au centre-ville de Palmyre, à environ 10 minutes de l'endroit où vivait sa famille. Cet amour date quand elle avait 20 ans. Elle est tombée amoureuse de Brad qui en avait 19. Elle était tout le contraire de la fille bruyante et pétillante, apportant à la relation une nature plus calme et réservée. Selon ses parents, c'était la première fois que Courtney ressentait cela pour quelqu'un. Et le couple a emménagé ensemble 9 mois plus tard. Courtney a longtemps été mal dans sa peau, mais quand elle a découvert qu'elle avait des origines hippies, elle semblait être plus en paix une fois qu'elle était devenue elle-même. Avant de continuer, il faut savoir que son petit ami Brad a été incarcéré pour possession de drogue et d'alcool pendant qu'il conduisait. Cela avait beaucoup marqué Courtney, mais ça ne l'empêchait pas d'être près de Brad et de le soutenir. Nous sommes à présent le soir du 28 juillet 2012. Courtney organisait une fête dans son appartement. Vers 21h30,
la police s'est présentée après qu'un voisin les a contactés au sujet de la présence d'alcool lors du rassemblement. Comme Brad était en probation à l'époque pour conduite sous influence de drogue et d'alcool, il lui avait été interdit de consommer de l'alcool et avait été placé en détention pour violation de sa probation. Bon, dans un sens, c'était juste une fête, donc pas trop sympathique le voisin quand même. C'est des jeunes qui font une fête, je vois pas en quoi ça le dérangeait. Mais bon, on va voir par la suite. Bien sûr, vous vous en doutez que l'arrestation de Brad inquiétait Courtney, qui craignait qu'il ne soit incarcéré pour le reste de sa probation. Elle a appelé sa mère à 21h54 pour lui faire part de ses inquiétudes. Wendy a demandé si elle voulait rester chez elle, mais Courtney a décliné l'offre. Elle se sentait pas bien suite à l'arrestation de son petit ami. Après avoir parlé avec Wendy, Courtney a contacté Cody Pruitt, 29 ans, une connaissance qui travaillait sur l'hippodrome voisin. Il était de notoriété publique que Cody avait le béguin pour Courtney. Mais les sentiments n'étaient pas réciproques. Elle ne voyait que par Brad. Au cours de l'appel, Courtney a demandé à Cody de le voir. Ils se sont rencontrés dans un bar voisin, où ils ont pris un verre. Selon Cody, elle semblait très désemparée et voulait se défouler. Finalement, ils ont rencontré l'ami de Cody, Milton Rodriguez, et un autre couple. Le groupe s'est emballé dans la voiture de Milton et s'est rendu à Harrisburg, où ils ont fini par prendre un verre au Hardware Bar sur Second Street. Au fil de la nuit, la colère de Courtney, alimentée par sa consommation d'alcool, a continué d'augmenter. Elle s'est disputée avec le couple, affirmant que l'homme était entré en effraction dans son appartement quelques mois auparavant et avait volé de l'argent. L'agitation a conduit la sécurité à demander à Courtney de quitter l'établissement. Alors qu'elle a été forcée de partir, le reste du groupe est resté sur place. Mais que s'est-il passé? Pourquoi d'un coup Courtney s'en est pris à ce jeune couple? Pourtant, au départ, elle semblait ne pas les avoir reconnus. Ce qui me perturbe, c'est que Cody, soi-disant amoureux de Courtney, ne l'ait pas suivie. Il l'a laissée seule, dans la rue. Donc franchement, je sais pas, ça me surprend énormément. On laisse pas seule une femme comme ça, en plus elle était un petit peu alcoolisée, même un petit peu beaucoup, donc je ne comprends pas son attitude. C'est vers 2h du matin, le 29 juillet, Courtney a envoyé un texto à Cody et Milton pour leur demander de la ramener chez elle. Donc c'est bien ce que je viens de dire, elle était bien encore toute seule, jusqu'à cette heure-là, seule dans la rue alcoolisée. Incroyable. Le groupe est retourné à Palmyre. En plus, ils étaient partis. D'accord. Cody déposant Milton à sa résidence avant d'accepter de déposer Courtney. Elle avait marché toute seule un bon moment dans la rue. C'est là où elle a demandé à Cody de la déposer au bar où ils étaient allés plus tôt, afin qu'elle puisse récupérer sa voiture. Courtney pensait pouvoir conduire. Elle ne pensait pas être autant alcoolisée. Bien qu'elle se sente trop en état d'ébriété pour conduire, Cody a accepté, mais l'a suivie jusqu'à son appartement pour s'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Alors, oui, bien sûr, tu la suis pour voir si elle rentre bien en toute sécurité, mais tu la laisses prendre le volant. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et ensuite de ça, bon, il serait temps un petit peu de t'en inquiéter, parce que tu l'as laissé quand même pas mal d'heures seule dans la rue. Bon, excusez-moi, mais là, il y a des choses qui me surprennent et qui me choquent. Courtney et Cody sont arrivés à son appartement vers 3h du matin. En se dirigeant vers le bâtiment, Courtney a repéré ses voisins et s'est disputée avec eux, car elle pensait qu'ils avaient été ceux qui avaient appelé la police plus tôt. Elle était très inquiète pour Brad, car si malheureusement il retournait en prison, il en prenait pour 4 ans. Ce qui correspondait à peu près au temps qu'il avait laissé en probation. Il faut savoir que dans le bar, quand Courtney s'est fâchée avec le couple, l'homme, tenez-vous bien, est un trafiquant de drogue local et en plus connu pour être agressif. La totale. La police a donc été appelée sur les lieux, vers 3h30 du matin. En voyant que tout le monde avait bu, ils leur ont demandé de retourner dans leur unité, c'est-à-dire dans leur maison, et de se coucher, tout en les menaçant de procéder à des arrestations, s'ils étaient rappelés. Selon Cody, lui et Courtney sont rentrés dans son appartement vers 3h50 du matin.
Environ 10 minutes plus tard, un autre voisin a entendu des détonations fortes provenant de l'appartement de Courtney, ce qui l'a amené à rappeler la police sur les lieux. Selon le voisin, Courtney criait, hurlait, tapait sur le sol et piétinait. Impossible de la calmer, déclara plus tard Cody. Cependant, quand ils sont arrivés à 4h12, ils ont trouvé que tout était calme. L'un des officiers s'est rapproché de la porte de Courtney et a frappé, mais personne n'ayant répondu a supposé que les choses avaient tourné court. C'est à ce moment qu'ils sont partis. La police a été un peu légère, car si malheureusement il y avait vraiment une dispute dans l'appartement de Courtney, il aurait pu se passer n'importe quoi. Un blessé, un décès, allez savoir. Donc ils auraient pu quand même, éventuellement, rester un petit moment de plus et essayer d'avoir quelqu'un qui ouvrirait cette porte. Nous sommes maintenant le matin. Et justement, cette journée, c'est la foire du comté de Liban. Toute la communauté de Palmyre s'est réunie pour la foire. Courtney et son frère devaient y assister avec leur grand-père, comme c'était la tradition. C'est un week-end de divertissement, de manège, d'exposition, de compétition et un avant-goût de l'Est du Connecticut. Le Liban Lion Club gère la foire et c'est l'événement principal au Liban depuis 1959. La foire a lieu le week-end du deuxième dimanche d'août de chaque année. Ils avaient l'habitude d'emmener des animaux à cette foire, mais là, depuis peu, ils y allaient simplement pour s'amuser et pour regarder les autres exposants. Malheureusement, Courtney ne s'est pas présentée et n'a répondu à aucun des appels de Wendy. C'est là que Wendy a commencé à s'inquiéter du silence de sa fille. Elle a contacté son fils pour lui demander si Courtney avait été à la foire du comté la veille. Mais malheureusement, son fils a répondu qu'elle n'y était pas présente. Après avoir raccroché, Wendy s'est rendue à l'appartement de Courtney, où elle a vu que sa voiture avait les vitres baissées. Même si cela lui apparaissait étrange, elle n'y pensait pas trop. Elle s'est ensuite rendue à l'appartement trouvant la porte déverrouillée et la lumière extérieure allumée. Là, elle a commencé à s'inquiéter. Quand elle rentra dans l'appartement, rien ne lui parut déplacé. Pour elle, tout était en ordre. Les clés de Courtney avaient été jetées par terre, comme c'était souvent le cas. Courtney n'était pas une personne qui rangeait, donc ça n'a pas inquiété sa mère. Ses chaussures se trouvaient dans la zone de l'appartement où Courtney les enlevait normalement. Cependant, une enquête plus approfondie serait alarmante. Non seulement le chien bien-aimé de Courtney n'avait pas été sorti depuis un certain temps, et en plus son sac à main et son téléphone portable avaient été laissés sur place, le téléphone indiquant 18 appels manqués. La télévision et la climatisation avaient également été laissées allumées, comme si elle était partie précipitamment. C'est là que Wendy a commencé à se poser des questions. Peut-être que sa fille avait eu un problème et était allée chez une amie. Donc, elle contacta tous ses amis pour savoir où était sa fille. Elle contacta également toutes les personnes avec lesquelles Courtney avait récemment communiqué via son téléphone portable. Toutes les personnes avec qui elle avait parlé n'avaient aucune information sur l'endroit où se trouvait Courtney et semblaient stupéfaites qu'elle soit partie sans informer personne qu'elle serait absente. Ça ne lui ressemblait pas. Sa mère commença à regarder partout dans l'appartement si Courtney n'avait pas laissé un mot en expliquant son absence. Mais malheureusement, sa mère ne trouva rien. C'est là que Wendy a contacté le père de Courtney, Scott, qui s'est immédiatement rendu à l'appartement de sa fille. En regardant dans son téléphone, il a découvert ces textos, envoyés à Cody. Alors, il l'a appelé pour lui demander son aide pour la retrouver. Cody a raconté les événements du 28 juillet, disant qu'il était entré dans l'appartement pour tenter de calmer Courtney et qu'il s'était endormi peu de temps après. Alors décidément, il la laisse dehors, il la laisse conduire sous l'emprise de l'alcool et en plus de ça, elle est énervée, elle est pas bien, il s'endort tranquillement. Il dira également que Courtney était contrariée par l'arrestation de Bradley, par la bagarre dans le bar et par le fait que ses voisins appellent la police. Sur les dires de Cody, Courtney se serait calmée après un certain petit moment. Puis, ils sont allés se reposer et ils se sont endormis. Ils ne s'étaient réveillés qu'à 7h15 le lendemain,
lorsqu'il avait découvert que Courtney n'était plus au lit. Avant de se diriger vers l'hippodrome, il s'était arrêté dans un dépanneur local où il avait envoyé un texto à Courtney. À la mi-journée, les parents de Courtney craignaient le pire. Ils ont contacté le département de police de Palmyra et ont été invités à se rendre au poste le lendemain pour déposer un rapport de personnes disparues. Pendant qu'ils attendaient, ils sont restés dans l'appartement de Courtney pour rechercher d'éventuelles pistes, au cas où aussi elle reviendrait. Pendant ce temps, ses amis sont venus offrir leur aide. Malheureusement, Courtney n'étant pas revenue ce mardi, Wendy et Scott se sont rendus au poste de police pour signaler officiellement comme disparue. À 14h25, le département de police avait publié un communiqué de presse concernant la disparition de Courtney. D'emblée, la police a sollicité l'aide du parquet du district du Liban, sachant qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour mener à bien ce type d'enquête. Donc, que s'est-il passé cette nuit-là ? Nous allons essayer de comprendre. La police s'est immédiatement rendue sur les lieux et a considéré l'appartement comme une scène de crime potentielle. Son appartement ainsi que son véhicule ont été fouillés à plusieurs reprises, mais malheureusement, il n'y a rien. Aucune preuve d'acte criminel n'a été trouvée. Ils n'ont pas non plus pu trouver d'indications sur l'endroit où Courtney se trouvait. La police a également parlé à ses voisins, mais ils ne savaient pas où elle se trouvait. Selon eux, ils s'étaient tous couchés après le départ des policiers, aux premières heures du 29 juillet. Son voisin, de 44 ans, intéressait particulièrement les enquêteurs, étant donné l'hostilité entre lui et Courtney. Les enquêteurs ont appris l'existence d'un message vocal qu'il avait laissé à la propriétaire la nuit de la disparition de Courtney, dans lequel il avait l'air furieux. Elle déclarait qu'il voulait que Cody sorte du duplex et a menacé de s'occuper de ça si la situation ne s'arrangeait pas. Malgré cela, il a affirmé n'avoir aucune implication. Il est très étrange quand même, lui. Plus tard, il a été de nouveau interrogé, mais il ne voulait pas répondre à leurs questions. Scott l'a interrogé à plusieurs reprises, mais le voisin a dit qu'il n'avait rien vu ni entendu. Et pourtant, c'est le premier à dire quoi que ce soit quand il y a un minimum de bruit. C'est un peu bizarre quand même. Encore plus bizarre, la famille de Courtney se souvient qu'il agissait étrangement avec eux, car il refusait de parler ou d'établir un contact visuel avec eux. Scott s'est également rappelé qu'il avait emporté de nombreux sacs poubelles dans sa voiture qui, selon lui, contenaient des débris d'un projet de rénovation domiciliaire. Par la suite, pendant plusieurs jours, la police a fouillé les ordures, sans jamais rien trouver. Ils ont également utilisé des chiens pisteurs pour fouiller son appartement, mais malheureusement sans jamais rien trouver. C'est vrai que cet homme semble particulièrement suspect, avec ses sacs poubelles en plus. Alors aurait-il tué Courtney par colère et aurait mis son corps dans des sacs poubelles et s'en serait débarrassé? Mais pourquoi? On ne trouve rien. Ni trace de sang, rien. Bon après, c'est vrai que malheureusement, on peut tuer quelqu'un sans laisser aucune trace de sang. Bon après, pour l'instant, il n'est pas suspecté. Attendons la suite. Une semaine avant sa disparition, elle avait dit à sa mère que le voisin l'a filmée et qu'elle en avait peur. En plus, quand on vient à penser que c'est le même voisin qui a appelé la police et qui était sans arrêt après elle, et qui avait fait des menaces aussi, que si Courtney ne se calmait pas, il allait s'en occuper lui-même. Donc tout ça, quand même, moi je trouve que c'est suspect. Après bon, il était peut-être juste en colère. Malgré tout ça, la police a commencé à croire que le voisin n'avait rien à voir avec la disparition de Courtney. Car ils n'ont rien trouvé de suspect chez lui. Sans preuve, sans rien, sans indice, au bout d'un moment, effectivement, la police ne peut que croire qu'il n'a rien à voir dans la disparition. Par la suite, une récompense de 100 000 $ a été annoncée, grâce à la générosité des dons de la communauté. Wendy a organisé une veillée aux chandelles au poste de police, où elle et d'autres portaient des t-shirts Teen Die, avec l'inscription « Courtney rentre à la maison ». Que s'est-il passé par la suite? Une semaine après la veillée aux chandelles, les pompiers de Palmyre ont organisé une perquisition, avec l'aide de bénévoles de la communauté.
Bien qu'ils aient parcouru un rayon de 3 km autour de l'appartement de Courtney, aucune preuve n'a été trouvée chez les habitants. C'est comme si Courtney s'était volatilisé. Personne ne sait, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. En y pensant, on a du mal à y croire. Forcément, quelqu'un sait. Par la suite, la police a enquêté dans le cercle des amis de Courtney. Ils se sont surtout intéressés aux personnes qui l'avaient vue la dernière fois, c'est-à-dire la nuit de sa disparition. Cody a été longuement interrogé, mais étant donné que le dossier est toujours en cours, les résultats ne peuvent pas être rendus publics. Le couple aussi, dans le bar, a été longuement interrogé. Mais comme pour Cody, malheureusement, on n'en sait pas plus. La seule chose de sûre, c'est qu'aucun suspect n'a été mis en garde à vue. Un peu plus tard dans l'enquête, les policiers ont dit que tous les suspects avaient été passés à un examen polygraphe, c'est-à-dire un détecteur de mensonges. Revenons sur le petit ami de Courtney, Brad. Il a été aussi interrogé par la police. Mais il n'a pas été en mesure de fournir beaucoup d'informations pour faire avancer l'enquête. Car, souvenez-vous, il avait été arrêté, donc il a été mis en garde à vue. On dit qu'il n'a pas été très coopératif, mais beaucoup ont attribué cela à son aversion pour les forces de l'ordre, compte tenu de ses expériences passées avec eux. Après, on peut aussi imaginer que les forces de l'ordre n'ont pas été très sympathiques aussi avec lui. Après, je ne sais pas, c'est noté nulle part. L'histoire et l'alibi de Cody ont été soigneusement examinés. Les enquêteurs ont visité le dépanneur où il s'était rendu le matin du 29 juillet pour tenter de corroborer son histoire. Ils ont localisé des images de surveillance de 7h30 du matin qui le montraient en train d'acheter de la nourriture et une boisson tout en envoyant des SMS sur son téléphone portable. Donc, a priori, il aurait dit la vérité, au moins sur ça. Sa version des événements est restée cohérente au cours de l'enquête. Par contre, simple hypothèse, on ne sait pas à quelle heure Courtney a disparu. S'il voulait faire du mal à Courtney, il avait toute la nuit pour s'en débarrasser. Toute la nuit, bon, on va dire quelques heures, puisqu'ils sont rentrés assez tard, et le temps que la police reparte. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, à 7h30 du matin, il était bien sur place, là où il a dit. Il a bien envoyé un SMS à Courtney, mais après, on ne sait pas ce qu'il a fait avant. Et on ne sait pas du tout l'heure à laquelle Courtney a disparu. Mais bon, il n'est pas suspecté pour le moment, donc c'est juste une hypothèse. Scott, le père de Courtney, a pris l'initiative de contacter Milton, qui semblait nerveux. Il était vague dans ses réponses et a affirmé n'avoir aucune connaissance de ce qui est arrivé à sa fille. C'est à ce moment-là que Scott a partagé ses impressions sur Milton et Cody avec les enquêteurs. Ce qui les a amenés à obtenir des mandats de perquisition pour leur appartement et leur véhicule. Malheureusement, rien n'a été trouvé au cours de ces recherches pour les relier à la disparition de Courtney. Et les deux hommes continuent de clamer leur innocence. C'est là que les enquêteurs ont appris plus précisément qui était l'homme avec lequel elle s'était disputée. C'était bien un trafiquant de drogue connu. Souvenez-vous, Courtney fumait souvent du cannabis. C'est là que les policiers ont commencé à enquêter sur cet homme. L'homme a nié toute implication, affirmant qu'il avait passé la nuit chez les parents de sa petite amie, après avoir quitté le bar, un alibi qui a été prouvé. Il a également nié avoir cambriolé l'appartement de Courtney. Donc, peut-on penser à une disparition volontaire ? Sa mère dira, elle n'aurait jamais abandonné sa famille. Nous sommes maintenant en mars 2014. Ce matin-là, une femme a contacté Scott au sujet d'une conversation qu'elle avait entendue entre deux connaissances. Ils avaient dit qu'ils avaient tué Courtney en volant de la marijuana et de l'argent dans son appartement. Après quoi, ils ont roulé son corps dans un tapis et l'ont jeté dans le Memorial Lake, à environ 19 km de chez elle. Suite à cet entretien, Scott est allé voir le bureau du procureur du district du comté de Liban, qui n'a pas prêté du tout attention à ce qu'il avait dit. Les enquêteurs n'avaient aucune preuve que le corps de Courtney se trouvait dans le lac, et ils estimaient que la crédibilité de la femme était discutable, car son histoire a changé à plusieurs reprises. Malgré cela, Scott a voulu fouiller le lac et a demandé l'aide à la police de l'État de Pennsylvanie, qui a accepté le 1er avril 2014. Pendant 5 heures, ils ont utilisé une caméra sous-marine et un sonar,
mais n'ont pas pu trouver Courtney. Le résultat a été le même lorsqu'un bénévole a mené sa propre recherche plus tard ce printemps-là. Les semaines se sont transformées en mois, puis en années, sans aucune nouvelle. À l'automne 2015, la famille de Courtney a embauché un détective privé nommé Lee Hopewell. Une page Facebook a été créée afin de maintenir la sensibilisation et de partager des mises à jour sur l'affaire. Le procureur du district du comté de Liban mène toujours l'enquête, avec l'aide du FBI. À ce jour, personne n'a été écarté comme suspect, malgré que pour certains, ils ont des alibis solides. Malheureusement, la police a eu peu d'informations ou de pistes à partager. Nous allons parler de quelques théories. L'une des premières théories de l'affaire est que l'un des voisins de Courtney est responsable de sa disparition et probablement de son meurtre. Cela est dû à la tension entre elle et les autres résidents du duplex, en particulier son voisin de 44 ans. Comme mentionné dans la vidéo, il a été vu par Scott en train de charger de nombreux grands sacs poubelles dans son véhicule, qui, selon beaucoup, auraient pu contenir les restes de Courtney. En plus, rappelez-vous, il agissait quand même de manière suspecte, lorsqu'on lui demandait son implication possible dans cette affaire. Et il a aussi menacé de s'occuper lui-même de Courtney si le silence ne revenait pas dans la résidence. C'est vrai que ça fait de lui un suspect idéal. Mais pour la police, ils ne pensent pas que les voisins de Courtney aient affaire en quoi que ce soit dans sa disparition, car les mandats de perquisition de leur appartement n'ont révélé aucune preuve. Le véhicule du voisin a également été fouillé et n'a produit aucune preuve qui le relierait au meurtre. La deuxième théorie. Un enquêteur privé en Floride a évoqué la possibilité que Courtney ait été victime d'un tueur en série opérant dans le Kentucky et les États environnants. Selon lui, au moins 18 femmes qui correspondraient au profil de Courtney avaient disparu au moment de la disparition de celle-ci. Cependant, le procureur du district de Palmyre ne pense pas que l'affaire soit liée. Et beaucoup ont discrédité cette théorie. Nous arrivons à la troisième théorie. Les parents de Courtney pensent à un enlèvement, la nuit où elle a disparu. Cela expliquerait le manque de preuves trouvées, ainsi que le manque d'observations potentielles. Après, il n'y a jamais eu de demande de rançon. Mais malheureusement, c'est souvent arrivé que des personnes se font kidnapper et restent pendant des années avec leur bourreau. Espérons que pour Courtney, ça ne soit pas le cas. Et la dernière théorie. Certains internautes ont émis l'hypothèse que la disparition de Courtney pourrait être liée à une dette de drogue présumée, compte tenu de ses liens avec des trafiquants de drogue connus et de son habitude de marijuana. Rappelez-vous, elle s'était disputée verbalement avec un revendeur la nuit de sa disparition, l'accusant d'avoir fait irruption dans son appartement et d'avoir volé de l'argent et des objets personnels. Son petit ami, Brad, était également connu pour faire du trafic de drogue. Donc c'est peut-être une piste vraiment à envisager. En plus, pour ce genre de personnes, ils connaissent beaucoup de monde, donc le corps de Courtney aurait pu être très bien caché. Il convient tout de même de noter que les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve que Courtney avait une dette envers des revendeurs. Notons aussi que Courtney ne fumait que très peu de marijuana, c'était vraiment occasionnel. Et il s'est dit que c'était Brad qui lui fournissait sa marijuana. Mais c'est vrai que ces accusations dans le bar sont quand même à vérifier. Cela paraît vraiment très étrange. Ses parents ne cesseront jamais de rechercher leur fille. Ils ont gardé ses affaires au cas où elle serait retrouvée vivante. Courtney a disparu de Palmyra en Pennsylvanie le 29 juillet 2012. Actuellement, son cas est classé. Elle est toujours portée disparue. Si aujourd'hui elle était encore vivante, elle aurait 30 ans. Pour moi, et ça n'engage que moi, je crois que Cody et Milton en savent plus sur ce qui s'est vraiment passé ce matin-là. Ils semblent plus susceptibles de faire quelque chose à Courtney que ce voisin. Ce voisin, effectivement, est très effrayant et méfiant, en colère aussi. Mais je pense qu'il voulait juste signaler tout ce qui se passait avec Courtney. J'admets que les appels au 911 sont bizarres. La police est arrivée et n'a pas fait grand-chose. Entre le moment où la police est arrivée après 4 heures du matin et le début de l'après-midi, Courtney a disparu. Je suis d'accord avec Scott et Wendy que quelqu'un sait quelque chose. J'espère vraiment
que cette famille obtiendra un jour des réponses et justice pour Courtney. Ou, j'espère, du fond du cœur, qu'ils la retrouveront en vie. Même si malheureusement plus les années passent, moins il y a de chances de la retrouver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à remercier encore énormément les nouveaux abonnés de soutenir ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.